Bienvenue dans ce webinaire organisé par Eni et Cédric Milorio, auteur chez nous. Donc, ce webinaire qui porte sur Ionic. Donc, Ionic est un outil de développement d'applications multiplateformes. Et l'objectif de ce webinaire est de donner quelques pistes pour optimiser les applications que vous pourriez développer avec Ionic afin qu'elles soient aussi performantes que les applications natives. Donc, Cédric va vous faire sa présentation. Ensuite, il y aura un temps d'échange avec des questions. Je t'en prie, Cédric, tu peux commencer. Merci Antoine. Bienvenue à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré à Ionic et plus particulièrement à l'optimisation des performances sur Ionic. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation rapide. Donc, je m'appelle Cédric Minorio. Donc, au quotidien, je suis architecte logiciel au sein de la société ICsoft, qui est une société que j'ai fondée avec un associé et qui est spécialisée dans le développement d'applications mobiles. Alors, bien sûr, vous vous en doutez, la plupart des applications que l'on développe se reposent sur Ionic. Une grande partie de mon activité aussi, c'est la formation et l'enseignement à l'Université de Nantes. Et récemment, j'ai écrit un livre Ionic qui vient de paraître aux éditions Uni et qui a deux ambitions en fait, c'est de proposer à la fois aux néophytes une porte d'entrée dans le monde du développement avec Cordova, avec Ionic, avec AngularJS, et aux profils qui sont un peu plus aguerris, qui ont des notions un peu plus avancées, de s'attaquer à tout ce qui va être performance, architecture modulaire, généralisation des composants autour de l'application. Et enfin, donc, je suis avant tout un passionné de nouvelles techno, donc vous avez mon mail en bas de la slide. Si vous souhaitez échanger autour de Raspberry, de robotique, de domotique et autres, ça sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous par mail. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques rappels sur Ionic. Alors, je me doute que si vous êtes ici, c'est que vous avez des connaissances au moins basiques de Ionic, mais quelques points essentiels sur Ionic avant de passer aux performances. Donc Ionic, comme l'a rappelé Antoine, c'est une technologie, un framework qui permet de développer des applications mobiles multiplateformes, donc à destination d'iOS, d'Android, de Windows, et c'est une technologie de type WebView. Alors pour rappel, la WebView, c'est le fait d'avoir une application mobile qui se présente comme n'importe quelle application mobile, c'est-à-dire que vous allez la télécharger sur le store, vous allez la lancer à partir d'un raccourci sur votre téléphone qui va permettre d'ouvrir l'application. Sauf qu'à l'ouverture, plutôt que d'afficher et de rendre des composants qui auraient été écrits en Java, en Swift ou en Objective-C, c'est finalement un navigateur qui est lancé. Alors, un navigateur, bien sûr, qui va être très épuré, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton retour, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de favori ni rien. C'est simplement l'affichage d'un navigateur que va provoquer Cordova et Ionic et qui va permettre de rendre des composants HTML et CSS pour la vue et d'exécuter du code JavaScript pour tout ce qui va être contrôle et métier. Donc en résumé, la WebView, c'est le fait de prendre une application web, de l'empacter dans un packaging d'applications mobiles, et par contre d'offrir aux développeurs web la possibilité de développer des applications mobiles. Alors ce qui explique notamment le succès de technologies comme Ionic, c'est leur côté open source, leur gratuité, alors que ce soit pour du personnel ou du professionnel, et c'est surtout une communauté très très importante qui va graviter autour de ces technologies-là, et on va retrouver une très très grande activité autour de forums, de Stack Overflow, on va retrouver beaucoup de ressources documentaires, ce qui fait que ce soit pour le néophyte qui cherche justement une porte d'entrée dans l'univers Ionic, il va retrouver beaucoup de ressources et beaucoup d'aide, et on va avoir des groupes de discussion pour des personnes un peu plus avancées qui vont justement vouloir aller chercher de la performance ou aller chercher à tirer pleinement partie de la technologie. Alors finalement, Ionic c'est quoi? Eh bien c'est simplement à la fois Cordova, donc Cordova qui est cette technologie merveilleuse justement qui permet de donner vie au WebView, c'est-à-dire c'est cette technologie qui permet de générer une application mobile native et qui finalement va lancer le navigateur web, et AngularJS qui est un framework JavaScript qui est bien connu, qui est aujourd'hui très populaire, qui est très documenté et qui permet de faire particulièrement des applications web, mais qui est détourné ici pour faire des applications mobiles. Donc Ionic, c'est l'association de Cordova et d'AngularJS, et Ionic, c'est le lien, c'est la colle entre ces deux frameworks, et qui va notamment apporter de nouvelles choses, qui va apporter de nombreux services, de nombreux outils, pour proposer un socle technique donc déjà qui est prêt à l'emploi. C'est-à-dire qu'avec Ionic, je lance un nouveau projet, je peux commencer à travailler directement dessus. Je ne passe pas des heures à sélectionner mes technos, à sélectionner les librairies avec lesquelles je vais travailler, et qui va offrir en plus tout un tas de fonctionnalités qui vont nous permettre à nous, développeurs, de gagner du temps et puis de gagner au niveau industrialisation. Alors pourquoi
Alors avant toute chose, pardon, Ionic en quelques chiffres, alors, pour appuyer le fait que quand même c'est un framework aujourd'hui qui rassemble une énorme communauté et qui donne mon naissance à des millions d'applications. Puisqu'aujourd'hui, Ionic revendique 4 millions d'applications publiées sur le store. Alors, 4 millions d'applications publiées par 5 millions de développeurs Ionic. Alors bien sûr, ces 4 millions d'applications, on oublie tous les prototypes de l'époque qui sont faits le soir au week-end par les développeurs. Ce sont vraiment 4 millions d'applications publiées sur les stores. Et au niveau communauté, je vous disais, c'est une grande force de Ionic. Donc au niveau de la communauté, on retrouve un GitHub qui bénéficie de 28 000 stars, de quasiment 7 000 forks du framework sur GitHub. On a 66 000 followers sur Twitter, plus de 30 000 questions sur Stack Overflow, et enfin 100 meetups à travers le monde qui parlent de Ionic. Alors pourquoi ce webinaire sur Ionic et sur les performances? Puisque généralement, c'est le point faible, ou en tout cas c'est la mauvaise réputation qu'on donne aux applications mobiles développées sur la base de WebView, c'est leur performance. Quand on parle de WebView, systématiquement, on nous dit oui, mais ça génère des applications qui sont lentes, qui sont peu réactives, qui sont peu fluides, et en particulier sur Android. Alors oui, effectivement, dans les premières heures de Cordova, on avait des applications qui n'étaient pas très réactives, et surtout qui n'étaient pas très réactives au regard de ce qui se faisait du côté du natif. C'était dû à plusieurs choses, donc à un manque de maturité, tout d'abord des technologies, mais aussi au fait que les éditeurs d'OS mobile, donc Google en tête, ne jouaient pas vraiment le jeu des WebView à l'époque, c'est-à-dire que c'était un phénomène qu'on pensait marginal, on pensait que c'était une mode, et puis Google, comme Apple, se concentrait surtout sur le développement natif, mais devant l'engouement de la communauté, devant l'engouement des développeurs pour ces technologies multiplateformes, ces technologies de type WebView, les éditeurs ont revu leur copie, et donc ont créé des moteurs de rendu WebView, des moteurs mobiles qui sont plus performants, et aujourd'hui, sur iOS comme sur Android, on peut tout à fait créer une application à base de Cordova, à base de Ionic, à base de WebView, qui va être tout aussi réactive qu'une application native. Le deuxième reproche que l'on fait généralement aux applications de type WebView, c'est leur difficulté de simuler le look and feel des composants natifs. C'est vrai qu'avec Cordova, quand vous débutez un projet, vous vous retrouvez face à une page blanche. Et c'est à vous ensuite de détourner tous les composants HTML de base, donc les boutons, les listes, les formulaires, pour les faire ressembler à ce que vous pourriez avoir sur une application native. Donc c'est à vous, développeurs, de passer du temps, de passer énormément de temps à essayer de reproduire le look and feel des composants natifs. Sauf qu'avec Ionic, justement, il y a toute une bibliothèque de composants prêts à l'emploi qui arrive et qui va pouvoir être réutilisé en quelques secondes et qui simule à la fois les comportements, le look and feel et l'esthétique qu'on peut retrouver sur Android et sur iOS. Donc, moralité, ce que je veux essayer de vous faire passer à travers ce webinaire, c'est que grâce à une technologie comme Ionic, vous pouvez développer rapidement des applications mobiles multiplateformes qui ont le look and feel des applications natives et en respectant quelques bonnes pratiques qui ont les performances, la réactivité et la fluidité de ce qu'on peut retrouver avec des applications natives. Alors justement, quand on parle performance, sur quel levier on peut jouer, sur quel axe on peut suivre pour maximiser les performances de son application Ionic? Alors tout d'abord, je vais vous donner quelques bonnes pratiques JavaScript, puisque Ionic repose sur AngularJS, qui repose lui-même sur JavaScript, qui va être exécuté dans un navigateur interne. Donc, naturellement, la porte d'entrée pour avoir une application performante avec Ionic, c'est notamment suivre les bonnes pratiques de JavaScript. On va retrouver des optimisations liées aux médias. Alors ça, c'est commun au web et au mobile, mais particulièrement sur mobile, puisque on a généralement des smartphones qui sont beaucoup moins performants que nos PC. Et là, jouer sur la taille des images, jouer sur l'optimisation, sur leur poids, peut avoir de grandes conséquences sur la durée d'exécution. Ionic, c'est finalement Cordova plus AngularJS, et on va s'intéresser aussi à AngularJS, qui, alors là, on pourrait passer des heures à parler d'AngularJS, de performance, d'aller grappiller des centièmes de millisecondes par-ci par-là. Je vais vous donner 2-3 axes pour optimiser rapidement et facilement votre application AngularJS. Et enfin, on passera à Ionic et à ses outils, puisque nous, développeurs, on aime bien trouver des outils qui vont faire le travail à notre place, et je vais vous proposer quelques outils, quelques plugins
il y a Ionic, il y a l'écosystème Ionic qui vont vous permettre d'automatiser certaines opérations qui vont vous permettre de réduire le poids de vos fichiers notamment et d'accélérer le temps de chargement de votre application. Alors débutons avec JavaScript. Je voudrais faire un rappel important avec JavaScript, puisque c'est vrai que le développeur Java, le développeur C#, Swift et autres, qui débutent avec JavaScript est souvent surpris de constater une chose, c'est que lorsque votre navigateur, qu'on soit sur le web ou qu'on soit sur le mobile, affiche votre application, il n'alloue qu'un seul thread pour effectuer tous les traitements. Alors tous les traitements, c'est-à-dire bien sûr votre métier, l'interrogation à un serveur, tout ce que vous allez faire du côté traitement, les calculs, mais aussi l'affichage. C'est-à-dire que vous n'avez qu'un seul thread pour gérer les comportements de l'utilisateur, pour gérer l'affichage à l'écran et pour faire les traitements métiers. Ce qui veut dire que concrètement, si dans votre métier, vous avez une boucle, cette boucle, donc, elle va traiter, je ne sais pas, elle va traiter des variables qui reviennent de l'accéléromètre ou elle va interroger un serveur. Et que cette boucle prend 3 secondes à être exécutée, qu'elle est bloquante, et bien tout simplement, votre application va être figée pendant une durée de 3 secondes. C'est-à-dire que l'utilisateur ne pourra cliquer nulle part, il ne pourra même plus faire défiler l'écran, l'application sera purement et simplement frisée. Et ça, c'est fondamental quand on développe avec JavaScript, puisque avoir des traitements qui vont durer 100 millisecondes, 200 millisecondes, 300 millisecondes, ça n'a rien d'aberrant. Par contre, il faut bien prendre en compte que si on les fait de manière synchrone, de manière bloquante, à ce moment-là, on peut être certain que l'application va être frisée pendant la durée du traitement. Donc, la première chose à faire si on veut développer des applications mobiles performantes avec Ionic, c'est tout d'abord de mettre en place des traitements asynchrones et avec AngularJS, tout un mécanisme de promesse qui va permettre, alors non pas d'exécuter les traitements de manière parallèle comme on pourrait l'avoir avec du multithread, mais de manière ordonnancée, de façon à ce que lorsqu'il y a des temps morts, des temps de pause, de permettre notamment à l'affichage de se rafraîchir et à l'utilisateur de pouvoir cliquer à l'écran pour exécuter des actions. Deuxième chose avec JavaScript. Alors ça, c'est quelque chose que je retrouve dans beaucoup d'applications qui posent des problèmes de performance, c'est la présence de trop grand nombre de librairies. Alors, JavaScript, ce qui est génial avec ce langage, c'est que vous avez plusieurs centaines de milliers de librairies JavaScript qui sont disponibles sur Internet. Et notamment, vous pouvez tout à fait réutiliser des librairies qui sont faites à la base pour le web, pour votre application mobile, c'est-à-dire un gain de temps et puis un gain de robustesse. Néanmoins, attention, trop souvent, je vois dans des applications mobiles jQuery ou jQuery mobile qui va être importé, alors, non pas pour s'occuper de 80% de l'application, comme ça peut être le cas avec jQuery, mais simplement puisqu'on a trouvé au détour d'une page web un date picker un petit peu sympa, une liste qui est un petit peu mieux stylisée que ce que propose Ionic, et donc pour simplement un ou deux composants visuels, un ou deux comportements, on va importer tout jQuery et tout jQuery mobile. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques sur votre application, puisque vous allez la faire gonfler sa taille de 1, 2, 3, 4 mégas en fonction de la librairie, et surtout perdre du temps d'exécution donc au lancement de l'application notamment, mais surtout tout au long de son exécution. Ça va être pareil pour iChart ou toutes ces librairies qui permettent de faire des jolis graphiques très dynamiques. Si vous l'utilisez simplement pour afficher un tout petit graphique monochrome, ça vaut peut-être plutôt le coup d'essayer de le faire soi-même en CSS plutôt que de tirer toute une librairie aussi importante que celle d'iChart. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il est interdit d'importer des librairies dans votre projet Ionic. Au contraire, n'hésitez pas à user et abuser de librairies comme Moment.js pour gérer les dates, Decimal.js pour gérer la gestion des nombres, ou comme le Dash pour vous apporter tout un tas de fonctionnalités utilitaires. Simplement, lorsque vous importez une librairie dans votre projet, soyez bien conscient des conséquences, faites-le avec parcimonie et posez-vous la question, est-ce que c'est bien nécessaire d'importer toute cette librairie simplement pour réutiliser un petit date picker ou une petite liste déroulante. Si on passe maintenant aux médias, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent dans une application qui, au niveau en tout cas de l'interface, de lui, présente des latences, de la manque de réactivité, de fluidité. On se met à regarder un petit peu ce qu'il y a au niveau des médias, au niveau des icônes, au niveau des images qui sont affichées à l'écran. Et très souvent, on se rend compte qu'on a des images qui sont beaucoup trop grosses. Alors, il y a deux phénomènes.
Soit on a des images qui sont beaucoup trop grosses et beaucoup trop lourdes pour assurer le coup, c'est-à-dire de dire bah, aujourd'hui je peux très bien avoir un tout petit téléphone comme un grand iPad Retina, et à ce moment-là, il faut que je puisse avoir des images qui aient une bonne résolution, de manière à pouvoir respecter les dimensions, les différentes résolutions qu'offrent ces appareils, et ne pas avoir d'effet de crénage ou autre. Sauf qu'attention, si vous téléchargez une image d'1 méga, 2 mégas, 3 mégas, comme j'ai pu le voir, et puis vous en chargez 1, 2, 3, 4, et bien non seulement le temps de chargement de votre application et le temps de chargement de votre page va être très élevé, mais en plus, vous allez consommer beaucoup de mémoire. Donc, des images à la bonne taille, certes, mais attention à ne pas exagérer non plus, pour ne pas surcharger la mémoire. Quelque chose que l'on néglige également avec les images, c'est le redimensionnement. Alors, si vous suivez le premier point, vous taillez une image de 200 par 200 et vous l'affichez dans un conteneur de 190 par 190, eh bien, le navigateur va être obligé de retailler votre image. C'est-à-dire qu'il va être obligé de copier-coller en mémoire l'image initiale, de la travailler, donc c'est du temps de calcul, et donc du temps de perdu au niveau de l'affichage. Donc ce que je vous recommande, c'est si vous prévoyez d'afficher dans une zone de 200 par 200 une image, prévoyez une image de 200 par 200 et vous allez gagner à la fois en place en mémoire, mais aussi en temps de calcul. Deuxième chose, c'est quelque chose aussi pareil qu'on néglige, c'est vous affichez une page et en plein milieu de cette page figure une belle image. Sauf que par chargement asynchrone, votre navigateur va d'abord charger et rendre la page et puis va essayer de charger l'image. Cette image va ensuite pousser le contenu vers le bas pour être affiché. Et attention, c'est là que ça devient dramatique au niveau des temps de calcul, c'est si vous n'avez pas réservé la place pour votre image, donc si le navigateur est obligé de pousser le contenu vers le bas pour afficher votre image, ça veut dire un recalcul complet de la page, et là, encore une fois, on s'expose notamment à des saccades et du manque de fluidité du côté de l'interface. Donc ce que je peux vous conseiller à ce niveau-là, c'est d'utiliser de préférence des SVG quand c'est possible, c'est léger et le traitement est optimisé par le navigateur. Néanmoins, attention à la compatibilité. Néanmoins, attention à la compatibilité avec les anciens navigateurs, avec notamment les anciennes versions d'Android. On verra tout cela à la fin, je vous proposerai une petite technique pour gommer cette problématique. Toujours sur les images, pensez optimisation. Trop souvent, je rencontre des applications mobiles qui sont développées avec Ionic ou avec Cordova qui n'ont pas leurs images optimisées. Alors, PNG comme JPG, l'optimisation d'image, ça prend quelques secondes. Vous avez des outils en ligne et en ligne qui permettent de le faire. Ça permet de gagner donc du poids sur le livrable et du poids en mémoire, et ça permet notamment de gagner en performance. L'un des outils les plus connus sur le marché annonce d'ailleurs fièrement sur son site que en optimisant vos images, vous pouvez gagner jusqu'à 90% du poids et donc du temps de chargement sur vos images. Dernière petite chose, et non pas des moindres, sur les médias, parlons animation. Alors là encore, vous avez beaucoup de librairies JavaScript disponibles sur Internet qui vont vous proposer des animations qui vont être très esthétiques, qui vont être très dynamiques, ça bouge, s'il y a de l'ombre, il y a parfois même de la 3D, et c'est vrai que ça en jette. Néanmoins, attention, pour moi, leur utilisation est à prohiber sur mobile. Alors évidemment, si vous avez une petite animation et qu'elle est vraiment indispensable, vous retrouvez une librairie sur Etagère qui le fait, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je l'intègre ou pas? Mais néanmoins, pour simplement des petites animations, des effets, quand je change de page, quand je clique sur un bouton, je vous déconseille d'importer ces librairies sur mobile. Pourquoi? Puisque si vous prenez une animation qui va être jouée à 60 fois par seconde, pour avoir un bon effet de fluidité, qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous, vous n'avez qu'un seul thread pour s'occuper de votre UI, de vos contrôleurs et de votre métier. Et bien ici, vous allez solliciter ce thread donc 60 fois par seconde pour faire de l'animation. Donc vous allez bloquer votre affichage, vous allez bloquer votre traitement métier pour réaliser une animation à l'écran. Ce que je vous propose à la place, c'est plutôt d'utiliser CSS, car aujourd'hui avec CSS3, on a des outils absolument géniaux qui vont nous permettre de déplacer des objets à l'écran, de faire des transformations, des rotations, des agrandissements et autres qui suffisent à la majorité des animations. De vertu à ça, le navigateur comprend très bien ces instructions et les optimise, et ça va nous permettre de tirer parti des GPU des systèmes mobiles récents qui vont nous permettre d'optimiser et donc de déporter là, dans un autre thread par contre, tout ce qui va être animation.
J'en ai terminé avec JavaScript et les médias et on s'attaque au gros morceau qui est AngularJS. Alors, je vous le disais tout à l'heure, AngularJS, on pourrait passer des heures et des heures et des heures à parler bonnes pratiques, à parler architecture, à parler modularité, réutilisabilité, directives et autres. Je vous propose 3 astuces pour AngularJS qui sont très simples à mettre en place, que vous pourrez mettre en place dès la fin de ce webinaire et qui vont vous permettre de gagner beaucoup de performance. La première chose, c'est une fonctionnalité qui est assez peu connue sur AngularJS, c'est le binding unique. Alors, pour rappel, toute la force d'AngularJS réside dans son binding à double sens. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'échanger des informations du contrôleur vers la vue. Par exemple, j'ai chargé le détail d'un film dans mon service, c'est remonté à mon contrôleur, et le contrôleur va pouvoir pousser à la vue les informations de ce film pour qu'elles soient restituées à l'écran. Et ça peut se faire aussi dans l'autre sens, puisque l'utilisateur, de son côté, par exemple via un formulaire, peut entrer des informations qui vont être récupérées par le contrôleur pour être réutilisées côté métier. Donc ce binding à double sens est très utile, très pratique, il nous économise beaucoup de lignes de code à écrire, ce qu'on pourrait voir par exemple avec jQuery, et c'est quelque chose qu'on va user et abuser dans une application AngularJS. Néanmoins, attention, lorsque vous avez un binding à double sens de mise en place, AngularJS va surveiller cet élément pour réagir au moindre changement. Donc, moralité, si j'ai 100 double binding dans ma page, j'aurai 100 watchers qui vont vérifier que l'utilisateur n'est pas en train de changer quelque chose ou que le contrôleur n'a pas poussé quelque chose de nouveau dans la page de manière à rafraîchir la page. Je vous propose, pour certains cas qui répondent bien à ce cas d'usage-là, un binding à simple sens, c'est-à-dire que vos valeurs vont être injectées une bonne fois pour tout dans la page, puis elles ne seront plus surveillées. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais par exemple, si votre application doit afficher les détails d'un film, il y a quand même très peu de chances que le titre du film change pendant la consultation de la page. Je récupère le titre du film du serveur, je l'affiche dans la page, et normalement, il n'y a quasiment aucune raison que ce titre vienne à changer. Donc dans ce cas-là, le one-way binding vous permet d'injecter depuis votre contrôleur vers la vue votre valeur, mais par contre de ne pas positionner de watcher, et donc de gagner, encore une fois, quelques millièmes de seconde à chaque itération. Concrètement, comment ça se passe? Ici, vous avez un binding dans les deux sens, classique, et ici, si vous rajoutez 4 points devant, vous avez un binding dans un sens. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser partout, il faut l'utiliser avec parcimonie, il faut bien réfléchir avant d'utiliser, mais par contre, ça peut avoir des bonnes conséquences sur les performances. Continuons avec AngularJS, avec les identifiants d'itération. Alors, l'une des directives les plus utilisées dans une application AngularJS, c'est la directive ngRepeat. Cette directive, elle est très pratique, puisque vous lui donnez un tableau d'entrée, elle va itérer sur chaque élément de ce tableau et dupliquer dans votre page un élément HTML. Alors, ça peut être une ligne dans un tableau, ça peut être un ELI, ça peut être une div, ça peut être une image, pour chaque itération dans ce tableau, et puis positionner différentes variables. Le problème, c'est qu'au moindre changement dans ce tableau, l'intégralité de la liste va être reconstruite. Donc si j'avais un tableau de 20 films, j'en ajoute un 21e, eh bien AngularJS va reprendre son travail de zéro et reconstruire son affichage en repartant de l'occurrence 0 jusqu'à l'occurrence 21. Donc pour éviter ça, je ne peux que vous conseiller de mettre systématiquement un track by dans votre ngRepeat. Et ce track by, finalement, vous lui fournissez un identifiant unique. Attention, il faut vraiment qu'il soit unique, sinon AngularJS va générer une erreur, pour identifier formellement un élément dans la liste. Et quand je pousserai ma 21e occurrence dans mon tableau, AngularJS ne recalculera plus l'intégralité du tableau, mais seulement la dernière case que je viens d'ajouter. Petite anecdote sur AngularJS, alors ce conseil-là, du coup, c'est plus, bon, ça fait toujours bien au café, quand on sort cette anecdote au café, ça fait toujours bien quand on la donne en revue de code, mais ça ne va pas changer de manière drastique les performances de votre application. Néanmoins, sachez qu'avec AngularJS, pour cacher ou montrer un élément dans la page, on a deux possibilités. Le ngIf, donc qui va inclure ou non dans l'arbre DOM l'élément, ou le ngShow, donc qui va appliquer l'attribut CSS displayNone
pour afficher, plutôt pour cacher un élément, puis enlever cet attribut CSS pour le montrer. Alors sachez qu'il y a plusieurs benchmarks, vous pourrez trouver les sources sur Internet, qui prouvent que l'utilisation d'une ngIf est légèrement plus performante. Ça ne va pas changer, ça ne va pas rendre une application qui est peu performante une application très rapide et vice-versa, d'utiliser plutôt NGShow à la place de ngIf, ngIf à la place de NGShow. Sachez simplement que si vous en avez 10, 20, 30 d'affiches dans la page, ça peut faire une légère différence. Et enfin, pour terminer avec AngularJS, donc quelque chose qui est très peu connu, et par contre qui est capital, c'est le mode debug. Alors le mode debug, il faut savoir que par défaut, votre application AngularJS est en mode debug. C'est bien sûr, c'est très pratique pour nous développeurs, néanmoins attention, ça a des conséquences en termes de temps de bootstrap, de temps de démarrage d'AngularJS, et surtout des temps d'exécution au fur et à mesure de l'exécution de votre application. Donc quand vous passez en production, pensez à désactiver ce mode debug, du coup là vous allez avoir des gains en performance qui sont importants. Donc pour ça, lorsque vous déclarez votre application, vous en profitez pour appeler la méthode config et demander au compile provider de désactiver le mode debug. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur AngularJS. Encore une fois, on pourrait passer des heures à parler d'optimisation avec AngularJS, mais moi maintenant vous avez ces 3-4 points à appliquer partout dans votre projet qui n'ont pas de grandes conséquences sur votre architecture et qui vont vous permettre de gagner quelques millièmes, quelques centièmes de seconde en performance. Passons au cœur du sujet, Ionic. Alors, je n'ai pas beaucoup de conseils à vous donner sur Ionic, puisque finalement, si vous respectez les bonnes pratiques de JavaScript, les bonnes pratiques d'AngularJS, les bonnes pratiques de Cordova, Ionic étant le liant, la colle entre tout ça, normalement, il vous reste peu de choses à faire pour rendre votre application performante. Néanmoins, Ionic vous apporte quelques outils supplémentaires pour aller grappiller les quelques millièmes de seconde qu'il vous montre dans votre application. Notamment via la directive Collection Repeat. Alors, Collection Repeat, c'est simplement une optimisation de ngRepeat. Donc, l'avantage de Collection Repeat, c'est que seuls les éléments présents à l'écran vont être rendus. Si vous avez une liste de 100 occurrences et qu'à l'écran vous ne montrez que les 10 premières, le Collection Repeat ne va calculer et rendre que les 10 premières. Et c'est au scroll qui va rendre le 11e, le 12e, le 13e, le 14e. Donc ce qui veut dire que votre écran va se charger plus rapidement et le navigateur aura moins de temps à passer à rendre votre page, sauf au fur et à mesure de la navigation, bien sûr, les éléments vont être rendus les uns après les autres. Comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, vous remplacez l'appel à la directive ngRepeat par l'appel à la directive Collection Repeat et Ionic se charge du reste pour vous. Néanmoins, attention, quand vous utilisez Collection Repeat, il n'est plus possible d'utiliser TrackBy ou le binding unique. Donc là, je fais appel à votre sensibilité de développeur. C'est à vous de décider s'il est plus optimisé d'appeler ngRepeat avec un TrackBy ou un binding unique, ou s'il est plus aisé d'appeler un Collection Repeat qui va s'occuper de tout pour vous et qui va afficher seulement les éléments rendus à l'écran. Dans tous les cas, ngRepeat, Collection Repeat, TrackBy, Binding Unit, je ne peux que vous recommander que lorsque vous avez trop de données affichées à l'écran, de ne pas vous acharner à essayer d'optimiser votre ngRepeat ou votre Collection Repeat, mais plutôt mettez en place un infinite scroll. Donc, cet infinite scroll, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place en une ligne avec Ionic, de cette manière-là, et qui va vous permettre de charger les informations au fur et à mesure que l'utilisateur descend sur le contenu de l'écran. C'est-à-dire, vous affichez d'abord vos 10 premières occurrences, l'utilisateur arrive en bas de l'écran, on lui affiche un petit chariot de chargement et on liste les 10 suivantes, etc. etc. L'avantage par rapport à ngRepeat et Collection Repeat, c'est que si ces informations, vous les récupérez du serveur, eh bien, le temps de propagation réseau et la consommation de bande passante sera moindre, puisque plutôt que de charger et de demander au serveur de nous renvoyer 100 occurrences, on va les charger plutôt 10 par 10. Pour finir avec Ionic, on va parler transition. Alors, Ionic nous apporte tout un tas de choses par rapport à AngularJS ou par rapport à Cordova, et notamment nous propose des animations CSS qui vont permettre d'afficher des animations lorsqu'on va changer d'écran. Donc ça va faire des choses très fluides, qui sont très ressemblantes à ce qu'on trouve en natif, néanmoins attention. Très souvent, on m'appelle, on me demande, écoute, c'est vrai que tu peux regarder, mes transitions lag, elles rament, elles ne sont pas fluides, je ne comprends pas pourquoi. La plupart du temps,
c'est parce que vous manipulez le DOM pendant une transition entre deux écrans. Puisque, pour rappel, à chaque fois que, à l'aide d'AngularJS, vous modifiez le DOM de l'application, donc vous injectez une valeur, vous ajoutez une occurrence dans une liste ou autre, à ce moment-là, le navigateur redessine entièrement votre page. Donc, il faut bien faire attention à cet élément. C'est-à-dire que si vous commencez une transition et que vous êtes en train de manipuler le DOM entre-temps, la transition va s'arrêter, le navigateur va repeindre entièrement la page et redonner la main à la transition. C'est pour ça que des fois, vous pouvez avoir un effet très saccadé avec Ionic. C'est tout simplement parce que vous êtes en train de manipuler votre page pendant la transition. Alors pour ça, je vous propose deux alternatives. Soit vous préchargez votre écran avant la transition et vous lancez la transition une fois que c'est terminé. Vous affichez une petite roue de chargement et l'animation ne se fait que lorsque toutes les données ont été récupérées et injectées. Soit de manière plus traditionnelle, sur l'écran qui vient d'apparaître, plutôt que de mapper directement les données, vous affichez un petit chariot de chargement ou des données préformatées qui ne nécessitent pas AngularJS, et c'est seulement lorsque l'écran aura fini sa transition et qu'il sera affiché en pleine page que vous pourrez, à ce moment-là, manipuler le DOM et injecter les véritables valeurs. Pour ça, Ionic vous propose de vous abonner à deux événements, donc Before Enter ou After Enter, qui va vous permettre d'agir avant et après que la transition soit exécutée. Pour terminer sur les bonnes pratiques d'optimisation, donc je vous propose de voir ce que nous propose Ionic en termes d'outillage pour automatiser certaines tâches. Donc la première chose, c'est la minification, puisque pour réduire le poids, donc la durée de chargement, donc la durée d'exécution de votre application, eh bien, je vous recommande de minifier le CSS, c'est-à-dire de retirer tout ce qui va être espace, commentaires, caractères inutiles dans votre CSS, et surtout de minifier votre JS. Alors là, c'est-à-dire que on va non seulement enlever tout ce qui est commentaire, tout ce qui est inutile, mais on va renommer les variables, on va procéder à diverses optimisations qui vont permettre de gagner en compacité et qui vont permettre surtout de gagner en temps de chargement et en durée d'exécution. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne suis pas très Gulp, je ne suis pas très Grunt, je n'ai pas le temps d'écrire ces scripts-là. Eh bien, bonne nouvelle, Ionic vous propose via NPM un package qui s'appelle Ionic Minify. Et la prochaine fois que vous builderez votre application Ionic, vous rajoutez simplement ---- minify avant de builder Android ou avant de builder iOS, et Ionic va opérer la minification de votre CSS et de votre JS automatiquement. On me demande souvent comment je fais pour profiler mes applications avec Ionic. C'est vrai que quand on vient d'environnement C# ou Java, on a l'habitude d'utiliser des outils très complexes et très chers, surtout pour faire du profiling et pour aller chercher les problèmes de performance dans l'application. Ici, je vous propose simplement d'utiliser Chrome et Firefox, qui ont tous les deux des outils qui vous permettent de profiler votre application très rapidement et très simplement, et surtout gratuitement. Ça vous affiche l'arbre d'appel, la mesure des temps d'exécution, la chronologie, ça vous permet bien sûr de pouvoir positionner différents points d'arrêt via une interface comme celle-ci. Et tout simplement, lorsque je constate qu'une application commence à avoir des problèmes de performance, je ne vais pas chercher à lire le code, je ne vais pas chercher où est-ce qu'il y a des trackbacks, où est-ce qu'il n'y en a pas. J'exécute d'abord cet outil, je vois où sont concentrés les problèmes, et c'est seulement après que je vais commencer mon diagnostic de performance. Et enfin, pour terminer, donc je vous parlais tout à l'heure des difficultés notamment à intégrer des SVG, des animations CSS dans des applications Ionic, puisque certaines versions d'Android ne le supportent pas. Et bien pour ça, vous pouvez demander à embarquer la dernière version de Chrome Mobile directement dans votre applicatif, de manière à être sûr de ne pas avoir de problème de compatibilité et de problème de performance. Donc attention, bien sûr, votre livrable, votre APK va prendre 10-15 mégas d'un seul coup, mais c'est aussi l'assurance de ne pas avoir de problème à l'exécution de votre application mobile, surtout si vous savez que vous allez toucher des utilisateurs qui bénéficient de vieilles versions d'Android non mises à jour. Donc pour ça, simplement un plugin Ionic, Cordova Plugin Crosswalk WebView, et qui va vous permettre d'embarquer directement ce moteur Chrome Mobile dans votre APK sans opérations supplémentaires. Alors en conclusion, pour moi, au-delà des quelques bonnes pratiques que je vous ai données, la recherche de performance, c'est vraiment une démarche globale. C'est-à-dire que je fais appel à votre expérience de développeur, à votre sensibilité de développeur pour aller rechercher la performance à tous les niveaux du développement. Lorsque je développe, je fais attention à économiser ma mémoire, je fais attention à l'algorithmie, je fais attention à économiser la bande passante, puisque je suis sur mobile, potentiellement en 3G,
en Edge. J'essaye de ne pas surcharger l'interface avec tout un tas d'animations ou d'éléments visuels. J'essaie de viser quelque chose de très épuré, de manière à ne pas surcharger le travail du navigateur et du GPU. Je mets bien sûr en place des traitements asynchrones, et pas seulement lorsque j'interroge mon serveur. Non, je mets en place des traitements asynchrones partout où il y en a besoin, partout où mon traitement peut faire plus de 10 ou 15 millisecondes. Et enfin, je ne m'acharne pas. Lorsque c'est nécessaire, n'hésitez pas à utiliser des plugins natifs ou même à développer les vôtres. Exemple concret, j'ai développé une application pour un transporteur qui souhaitait, grâce au téléphone, pouvoir utiliser l'accéléromètre pour relever des informations pendant le trajet. Mais interroger l'accéléromètre 50 fois, 60 fois, même 100 fois par seconde et surtout de manière régulière, effectivement, ça devient compliqué en se basant uniquement sur AngularJS. Donc pour ça, on évite de s'acharner, on évite d'aller chercher des pouillèmes de performance en essayant d'optimiser le JavaScript. On va coder un plugin en Swift, un plugin en Java, et on va réutiliser ce plugin pour faire les traitements lourds ou les traitements qui sont très proches du système. Bien sûr, vous appliquez tous les trucs et astuces que j'ai pu vous donner dans ce webinaire. Et enfin, ne pas attendre la fin du développement pour rechercher les performances. Trop souvent, on m'appelle en fin de projet en me disant « Écoute Cédric, ça fait 6 mois qu'on développe cette application-là, et là on est en train de constater qu'effectivement elle est peu performante, est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Généralement, la conclusion c'est non, puisque ça va être des problèmes fondamentaux. Donc, je vous encourage à sensibiliser vos développeurs, à les former à la notion de performance, et surtout organiser des revues de code régulières pour vérifier avec eux le respect des bonnes pratiques. Merci à tous pour votre attention. Je me permets de faire la promotion donc, de mon livre Ionic qui vient de paraître aux éditions ENI. Donc encore une fois, que vous soyez débutant et que vous souhaitez rentrer dans Ionic, ça va être très didactique, ça va vous apprendre à installer les outils, ça va vous apprendre qu'est-ce que c'est précisément qu'une WebView, ça va vous apprendre à mettre en place les premiers composants, à développer votre première application. Et pour les développeurs plus aguerris, j'ai essayé justement de concentrer des bonnes pratiques sur l'architecture, la réutilisabilité, l'écriture de directives, de filtres et bien sûr la recherche des performances. Vous pouvez également aller consulter toujours sur le site des éditions les différentes vidéos que j'ai pu tourner sur Cordova, Ionic et AngularJS. Merci à tous. Je pense que je vais laisser la parole à Antoine pour les questions. Oui, merci Cédric. Alors pour un profil marketing comme moi, on ne comprend pas toujours tout. Hein. Mais merci beaucoup. C'était très intéressant en tout cas, on a essayé de comprendre. Du côté des questions, on a une première question de Mathieu qui nous demande concernant WK WebView pour iOS. Oui. Est-ce que tu as des éléments à nous donner sur ce sujet? Alors, la question n'est pas précisée. Non, mais je vois de quoi il parle. Alors effectivement, donc, je vous ai parlé notamment de Crosswalk en fait pour Android, puisque historiquement, en fait, Google a, surtout sur les débuts, très peu joué le jeu des WebView. C'est-à-dire que, on ne sait pas si c'est volontaire ou pas, et je ne me permettrai pas de juger, mais il est vrai qu'on prenait un iPhone et puis un terminal Android de même performance, hein, et on mettait notre application WebView d'un côté de l'autre, c'était vraiment très peu fluide sur Android. Donc il y a eu ce fameux projet Crosswalk qui va permettre justement d'embarquer la dernière version de Chrome Mobile de manière à favoriser les performances. Je vois donc la personne qui pose la question qui dit « Oups, où allez-vous » Est-ce que je réponds mal à la question peut-être? Voilà. Bon, je continue simplement. Donc justement, sur iOS, on a d'autres problèmes justement qui peuvent être liés au moteur Safari mobile. Et effectivement, il y a un projet qui permet de changer de moteur de WebView et de gommer ces problématiques donc faute d'orthographe, pardon. Donc qui va permettre de gommer ces problématiques et qui va permettre donc d'embarquer une version différente du moteur de WebView pour résoudre des problèmes notamment au niveau du CSS qui sont très importants. Alors on a une autre question de la part de Kepler qui veut savoir si avec Ionic on a accès à la partie hardware du mobile. Alors oui et non. Alors Ionic va nous proposer des services qui vont nous permettre par exemple de gérer le comportement du bouton retour, des boutons de volume et autres. Donc Ionic en tant que tel, va nous apporter quelques facilités pour accéder au hardware, mais des choses très standards. Par contre, avec Cordova, sur lequel repose Ionic, vous avez tout à fait la possibilité d'écrire des plugins
en langage natif, et là d'interroger les API natives comme vous le feriez en fait en développement en Swift, en Objective-C ou en Java. Donc c'est-à-dire, je vous parlais par exemple de l'application pour le transporteur tout à l'heure. Donc on a créé un plugin en Java et un plugin en Swift qui interroge l'accéléromètre à une fréquence de 100 Hz, donc 100 fois par seconde, et qui remonte les informations par contre à la WebView. Ok, merci. Alors apparemment, il y a plusieurs versions de Ionic. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Alors oui, tout à fait. Donc mon livre parle majoritairement de Ionic 1, mais il y a une introduction sur la fin Ionic 2. Alors pourquoi? Puisque Ionic 2 a été release, donc est sorti en version finale au mois de, je crois que c'était fin janvier. Moi, quand j'ai commencé à écrire mon livre, il y a plus d'1 an de ça, c'était vraiment des versions alpha, c'était des versions très peu stables. Donc ça se concentre sur Ionic 1 avec une introduction à Ionic 2 sur la fin. Alors néanmoins, rassurez-vous, si vous avez toutes les bases de Ionic 1, le passage à Ionic 2 se fait sans douleur. C'est surtout le passage plutôt d'AngularJS à Angular 2 qui est structurant, mais dire, la philosophie reste la même, les directives portent quasiment les mêmes noms, donc on n'est pas perdu quand on passe de Ionic 1 à Ionic 2. Oh. Effectivement, je vois donc la syntaxe, quelqu'un qui répond, la syntaxe TypeScript. Effectivement, le plus grand changement, c'est qu'on passe donc d'AngularJS à Angular 2 et on passe de JavaScript à TypeScript. Et là, c'est pareil. Allez, on va dire, on galère la première demi-journée, les premières heures, et puis après, ça devient tout à fait naturel. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, au quotidien, pour des projets clients, je passe de Ionic 1 pour des raisons historiques à Ionic 2 pour les nouveaux projets. Ça se fait sans douleur. Est-ce que Ionic 2 répond aux problèmes de performance mieux que Ionic 1? Alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire que j'ai coutume de dire, notamment, les applications Ionic, Ionic 2, même natives, si elles sont performantes ou non, c'est surtout de la responsabilité du développeur. D'accord? On peut très bien faire une application native qui soit très peu fluide et très peu performante. Donc, si on applique les bonnes pratiques de performance sur Ionic 1, on arrive déjà à des applications qui sont très fluides et autres. Avec Ionic 2, on va tirer parti d'Angular 2 et notamment du Shadow DOM. Alors, ça va être un processus un peu complexe qui va permettre à chaque changement, non pas de rafraîchir toute la page, mais simplement la zone concernée. Donc, la promesse est de dire d'avoir des applications beaucoup plus fluides, sauf qu'aujourd'hui, la réalité, c'est quand même que les navigateurs mobiles ne prennent pas du tout en compte ce Shadow DOM, et pour l'instant, on se retrouve avec des performances qui sont quand même équivalentes. Donc à l'avenir, je pense qu'effectivement, Ionic 2, Angular 2, dans 2-3 ans, vont résoudre les problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Néanmoins, aujourd'hui, le passage à Ionic 2, ça ne doit pas simplement être motivé par le gain de performance, puisqu'il est quasi nul. Alors on a une autre question qui concerne Windows Phone. Plusieurs personnes nous posent le sujet. Ionic 2 apparemment supporte officiellement Windows, ce qui n'était pas le cas avec la version 1. Est-ce que tu as pu tester les performances? Et parce qu'apparemment, c'était vraiment chaotique jusque maintenant. Oui. Alors, je confirme, effectivement, les performances de Ionic, de Cordova tout court d'ailleurs, sur Windows Phone, c'était vraiment catastrophique. Aujourd'hui, donc Microsoft a changé son fusil d'épaule et du coup propose plutôt de développer sur la plateforme Windows unifiée, donc à la fois Windows Mobile, alors Windows version tablette, et puis Windows 10 tout court. Et Ionic 2 s'adosse à tout ça. Et effectivement, alors je n'ai pas poussé beaucoup plus loin, parce que bon, le parc Windows, enfin la demande en application mobile Windows, elle est quand même retrait. Mais néanmoins, Ionic 2 sur Windows Phone, ça se passe pas plus mal en tout cas qu'Ionic. Par contre, Ionic 2 pour produire des applications universelles Windows, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant et ça permet d'avoir des applications de bureau qui sont vraiment très très performantes. D'accord. Alors on a Pierre qui nous pose une question intéressante également. Est-ce que l'utilisation de TypeScript n'influe pas sur l'optimisation puisque le code JavaScript est plus lourd à cause de la transpilation? Alors, fondamentalement, oui. Mais alors, de toute façon, aujourd'hui, on a des mécanismes en fait dont Ionic 2 par défaut les active pas, mais on peut les activer en quelques secondes en jouant sur les fichiers de configuration qui vont permettre en fait de tout précompiler. Et là, de toute façon, on n'a plus de problème. Donc effectivement, oui, de toute façon, il y a de l'overhead parce que TypeScript va être converti en JavaScript qui va être exécuté par le navigateur. Donc là déjà on a un intermédiaire, donc forcément on perd en perf, mais néanmoins il est possible d'optimiser ces traitements-là, de faire de la précompilation, et à ce moment-là il n'a plus aucun problème. D'accord. Alors on a Jean qui pose une question, donc apparemment il est débutant. Concernant les versions d'Angular, est-ce qu'il vaut mieux commencer par le 2 ou par le 1? Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, je serais tenté de, enfin, ça va vraiment dépendre en fait du bagage. C'est-à-dire que si vous avez des notions d'AngularJS ou des notions de JavaScript, foncez sur Ionic 1 et sur AngularJS, puisque du coup vous allez avoir beaucoup plus de bases qui vont permettre de commencer rapidement.
Par contre, si vous avez ni base de JavaScript, ni base d'AngularJS à la base, bah, autant passer de toute façon sur Angular 2, Ionic 2, puisqu'on sait que c'est l'avenir. On sait que Angular 2 va monter en puissance, on sait que Ionic 2 va monter en puissance. Néanmoins, quand même, à mon sens, la marche elle est quand même beaucoup plus haute avec Angular 2 et Ionic 2 que de passer à Angular 1, Ionic 1. Et effectivement, donc dans un avenir proche, je lis, là, pourriez-vous mettre à jour votre livre? Oui, je l'envisage sérieusement. C'est vrai que maintenant que Ionic 2 est sorti officiellement, que moi je commence à l'utiliser en production et je commence à donner des formations dessus, je pense à une deuxième version du livre. Tu as aussi des vidéos, je crois aussi, hein, qui sont... Oui, oui, tiens, merci Antoine. Effectivement, j'ai déjà tourné une vidéo sur Angular 2 et sur Ionic 2 qui peut vous donner un aperçu. Petite question, le nom, est-ce que tu connais l'équivalent de Crosswalk sur iOS? Pas de tête. Alors, j'invite la personne qui pose la question à m'écrire un mail, là vous avez mon mail normalement, à m'écrire un petit mail et je lui répondrai. Ok, alors voilà, mais merci, voilà, c'est ça ici. UIWK WebView. Exactement, merci à Mathieu. Alors Jérôme maintenant qui repose une question sur donc oui. Ionic a publié un article sur les process web app sur son blog. Est-ce qu'il va permettre de créer des process web app? Oui, enfin, oui, un oui ferme. En tout cas, il s'y intéresse beaucoup et de toute façon toute la communauté des développeurs s'y intéresse beaucoup et apparemment c'est en projet. Alors après par contre on ne sait pas sous quelle forme parce que c'est vrai que ça paraît un petit peu un peu gros sur l'artillerie lourde quand même de sortir Ionic ou Ionic 2 pour faire des progressives web apps, mais en tout cas je sais qu'il y a une volonté qui va aller dans ce sens-là, donc je ne serais pas surpris que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on voit apparaître un Ionic 2 Lite peut-être adapté au progressive web app. Donc j'ai pas la réponse ferme, je ne suis pas dans les petits papiers de Ionic, mais en tout cas tous les indicateurs ont l'air de pencher là-dedans. Alors c'est quoi une progressive web app? Je vois Nicolas qui pose la question. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire du web sur mobile, vous n'avez pas beaucoup de choix. C'est-à-dire soit vous avez une version responsive, on va dire, de votre application mobile, soit vous avez une application mobile. D'accord? Donc évidemment, la problématique, notamment des applications responsives, c'est qu'elles ne peuvent pas tirer parti de tout ce que peut faire une application mobile. Les notifications, l'accès au stockage local, l'accès aux images, la prise de photos, le GPS, etc. Tout ça, c'est pas possible. Donc en fait, il y a une tentative d'hybridation qu'on appelle les progressive web apps qui vont permettre justement donc de se rendre sur un site web et d'avoir un site web responsive, mais qui va proposer des fonctionnalités qui sont propres aux applications mobiles, par exemple les notifications ou la prise de photos. Donc on en est encore au balbutiement sur les progressive web apps, ça commence à arriver, on tâtonne un petit peu, mais je pense qu'on peut dire sans aucun doute que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en tout cas, il va y avoir un véritable boom des progressive web apps, puisque l'avantage, c'est que vous tapez l'adresse sur votre navigateur mobile et ça vous évite de télécharger l'application. Ça qui est quand même encore une barrière. Ok, alors on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Moi, je voulais t'en poser une. Pour toi, le développement d'applications multiplateformes, comme ça, c'est vraiment quelque chose qui va supplanter le développement natif? Ça, c'est une très très bonne question. Alors, en fait, je pense que non. Je pense qu'il y aura toujours les deux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le développement d'applications multiplateformes, ça répond à des besoins et des contraintes bien spécifiques. Alors, ça répond à des besoins bien spécifiques, c'est-à-dire, c'est une application multiplateforme pour toi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas forcément le temps, parce que je n'ai pas forcément l'argent, parce que je n'ai pas forcément les compétences. Donc une application multiplateforme pour un prototype, une application multiplateforme pour une PME, une application multiplateforme pour tester un marché par exemple. Ça, il n'y a pas de souci. Ou parce que c'est une déclinaison d'un site internet pour faire de l'e-commerce, pour des choses comme ça. Néanmoins, pour des besoins particuliers, parce que j'ai besoin de quelque chose de très esthétique, très dynamique, parce que j'ai besoin, comme je vous disais tout à l'heure, d'accéder 100 fois par seconde à l'accéléromètre, parce que j'ai besoin, comme une célèbre application là, de prise de photo, de faire du morphing sur le visage ou des choses comme ça, là de toute façon les applications, les technologies multiplateformes ne répondent pas à ce besoin. Soit parce qu'elles ne savent pas le faire, soit pas bien, soit parce qu'elles vont avoir des problèmes de performance. Donc pour moi, on aura toujours une frontière. On aura d'un côté, pour des raisons de budget, pour des raisons de temps, pour des raisons de compétences, les applications mobiles multiplateformes qui vont permettre de faire des choses rapidement, peu de temps, à bas coût et qui ont un rendu très très satisfaisant. Et de l'autre côté, pour des applications qui vont être très exigeantes ou qui vont demander vraiment de tirer parti de la plateforme native, on va avoir du développement natif, c'est sûr et certain.
Voilà. La bonne nouvelle, par contre, c'est que les éditeurs jouent désormais le jeu. Moi, quand je me suis mis à Cordova, il y a, je sais plus, 3, 4, peut-être 5 ans de ça, effectivement, Cordova et Android, ils s'entendaient pas du tout, du tout, du tout. Aujourd'hui, quand même, on est sur des performances qui sont, je vais pas dire similaires à iOS, mais en tout cas qui s'en rapprochent beaucoup. Alors, Ah, d'autres questions qui sont arrivées. une petite question intéressante sur comment est-ce que tu compares Ionic avec NativeScript ou React Native? Alors, moi, NativeScript et React Native, je les ai essayés, mais alors je n'ai pas approfondi, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Néanmoins, à mon sens, en tout cas, c'est pas vraiment la même chose, c'est pas vraiment la même approche. Sur Ionic, on y reste toujours sur l'approche WebView, on reste toujours sur le fait de réutiliser des composants web qu'on va customiser au niveau look and feel et les afficher tels quels. Avec NativeScript ou React Native, la volonté, c'est plutôt par contre de transcoder, de transpiler ce code HTML, CSS, JS en code natif pour justement gagner en performance. Donc on est vraiment sur deux domaines complètement différents. Et je pense que au niveau d'Ionic, on va être sur quelque chose qui va être avec moins de surprise en fait, puisque ce que je vois dans mon navigateur est rendu dans mon navigateur mobile, on n'en parle plus. Alors qu'avec des technologies comme NativeScript ou React Native, à mon sens en tout cas, on a des problématiques qui sont les mêmes que celles qu'on va avoir sur du natif, avec une transpilation qui va de toute façon amener des biais, alors que ce soit au niveau des perfs, au niveau du rendu, au niveau de la customisation. Donc voilà, je ne peux pas me prononcer plus, mais je pense que c'est de toute façon pas le même axe, pas le même angle d'attaque. Alors, où trouver votre vidéo sur Ionic 2, que la version 1 se trouve sur Ionic? Je crois qu'elle n'est pas encore publiée, effectivement. C'est une question de jours ou de semaines, je ne sais plus exactement, mais n'hésitez pas à revenir Oui, c'est ça. sur le site pour la retrouver. Je me suis un peu avancé, je crois qu'elle n'est pas encore publiée. Juste pour information, le webinaire sera republié bien entendu sur notre chaîne YouTube, donc youtube.com/édition-eni. Donc vous pourrez aller le voir. Donc je regarde s'il y a une question qui tombe. Oui, je regarde. Avez-vous une newsletter? Oui. Donc oui, vous avez une newsletter, vous pouvez vous inscrire directement sur le site Édition Uni. Et je ne sais pas si ça s'adresse à toi aussi, Cédric. Alors non, je n'ai pas de newsletter, malheureusement. Un blog ou un endroit où on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Alors oui, par contre, vous pouvez suivre. Alors, je pense que je peux noter dans le chat, peut-être, non? Je peux noter. Donc vous avez, hop, je reprends mon PC. Je sais que Sur Twitter, vous êtes sur @ICSoft, et puis sur Facebook, vous allez avoir, pareil, vous cherchez ICSoft sur Facebook, on sera les seuls, je crois, à s'appeler comme ça. Mais c'est vrai que je donne beaucoup de conférences, je fais beaucoup de formations, je donne des cours à la fac, je participe à quelques meet-up et autres, mais c'est vrai que j'ai pas de blog ou de newsletter. Pas encore en tout cas. D'accord, mais tu réponds à tes mails et tu as mis ton adresse mail, donc tu seras heureux de répondre à toutes les... Alors voilà, pour tous ceux qui voudraient donc discuter alors, de tout et de rien, de Ionic ou d'autres choses d'ailleurs, vous avez mon mail, c'est toujours plaisant en fait de recevoir des emails même d'illustres inconnus pour discuter techno, pour affronter nos idées ou autres. Donc n'hésitez surtout pas à m'écrire par mail. Je mettrai peut-être un peu de temps à répondre en fonction de l'activité, mais c'est toujours avec plaisir que j'engage des discussions sur des sujets divers et variés. Est-ce qu'il y a des communautés autour de Ionic que tu recommanderais? Alors oui, alors tout simplement celle de Ionic. Vous allez sur ionicframework.com et il y a un forum, il y a un blog et autres qui est tout ça c'est très actif, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de ça. Vous êtes débutant, vous posez une question naïve, vous ne vous ferez pas envoyer balader, il y a des gens qui vont vous répondre, qui vont vous rediriger vers des tutoriels, des choses comme ça. Et au contraire, vous cherchez des choses très avancées, et bien vous avez le personnel de Ionic lui-même qui vient répondre aux questions sur ce forum. Donc c'est vraiment quelque chose c'est vraiment une communauté qui est très active et puis qui est vraiment le point d'entrée pour que ce soit pour le débutant ou pour l'avancé. C'est tout en français? Alors non, c'est tout en anglais. Pardon. Je pense que c'est bien de le préciser. Effectivement, j'ai pas cherché d'un autre côté, mais de cercle Ionic en français. À part les meet-up, bien sûr, que vous allez retrouver. Par exemple, moi, je suis à Nantes, il y a un meet-up qui parle de Ionic. Ok, super. Ouais, merci beaucoup Cédric. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Ça fait quasiment 1 heure que nous avons commencé ce webinaire. Donc je vous invite donc à vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir recevoir le replay du webinaire, et également à notre newsletter sur le site Édition Uni pour pouvoir recevoir les informations des dernières publications de Cédric. À très bientôt. Et n'hésitez pas.
Ah bah, une dernière question, je sais pas, Antoine? Bien sûr. Eh Pierre. ben, une dernière question possible, Pierre. Alors, un peu du framework, on peut accéder à un live editor. Est-ce que vous recommandez cette... Ah oui, effectivement. Alors, Ionic à la base, je prends 2 minutes pour répondre. Donc, Ionic à la base, c'était vraiment que le framework. C'est-à-dire, c'était framework open source que vous téléchargez avec le client et puis qui va vous permettre eh ben, de tout simplement de bénéficier d'un socle technique qui repose sur AngularJS, Cordova et d'apporter tout un tas de choses. Donc, ils ont cherché un petit peu leur modèle économique et aujourd'hui, Ionic arrive avec une plateforme qui s'appelle ionic.io et qui va vous offrir tout un tas d'outils. Alors notamment des notifications push, il va y avoir, je ne sais plus ce qu'il y a des outils d'analyse, il y a des outils de déploiement à chaud, des choses comme ça. Et notamment ce dont Pierre parle, un live editor qui va vous permettre en fait d'avoir un éditeur WYSIWYG où vous allez pouvoir en glisser-déposer, en clic-bouton en fait, dessiner votre interface, puis l'exporter. Voilà, merci Mathieu, Ionic Creator. Je cherchais je cherchais les mots. Donc effectivement, donc c'est un outil qui est pratique. Alors, je l'ai déjà utilisé. À mon sens, il est pas mal pour bootstrapper le projet, pour l'initialiser. Parce que notamment, bon, on peut en simple glisser-déposer, changer l'interface, et puis vis-à-vis du client ou vis-à-vis même de soi-même, des fois c'est pas mal pour organiser ses idées. Le problème, c'est qu'après, une fois que c'est exporté, bah, c'est à notre main, et puis du coup, on repasse plutôt sur un processus manuel. Donc, personnellement, je ne l'utilise pas. À mon sens, c'est pas un mauvais outil, mais c'est vrai qu'une fois passé le bootstrap du projet, ça devient peut-être un peu moins utile. En un moment, je crois que l'équipe Ionic veut travailler très fort sur cet outil-là, et on peut s'attendre à ce qu'il vienne s'enrichir de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure, et qu'il soit de plus en plus, et voilà, qu'il soit de plus en plus utilisé. Et effectivement, merci Mathieu. Je vous dis, Ionic cherche son business model, et actuellement la version gratuite, elle est uniquement là pour designer l'interface. Si vous voulez passer justement au fait de pouvoir coder directement dans Ionic Creator et puis pouvoir bénéficier justement de mise à jour itérative, c'est payant. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question de Pierre. Super, merci beaucoup. Voilà, merci à tout le monde. En tout cas, merci à tous pour vos questions. Encore une fois, vous avez mon mail. Si vous voulez discuter de tout et n'importe quoi, de techno, de Ionic, de développement mobile ou autre, n'hésitez pas à m'écrire, je répondrai avec grand plaisir. Et puis, je te laisse conclure, Antoine. Non, mais c'était très bien. Si vous voulez retrouver la vidéo la prochaine vidéo sur Ionic 2 de Cédric, en plus de son livre, de ses autres vidéos sur Angular ou Ionic, vous pouvez aussi vous abonner directement à notre abonnement illimité, où vous les aurez dès le jour de la sortie, en fait. Elles apparaissent dans la rubrique nouveautés de cet abonnement. Donc c'est un bon moyen d'être toujours au courant de la dernière nouveauté sortie. Merci beaucoup, en tout cas, vous avez été assez nombreux à nous suivre avec nombreuses questions. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain webinaire. Et merci Cédric. Merci. Et merci pour, je vois là tous vos petits mots, toutes vos félicitations. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir.